Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je vais discuter du marché immobilier au Salvador. Donc il y a quelques semaines, j'ai pris un vol one-way vers San Salvador, donc la capitale du Salvador, pour aller faire de la recherche sur place et potentiellement faire un investissement immobilier. Donc pourquoi? Parce que je voyais aussi toutes les nouvelles sur le Salvador, avec tous les changements qui s'y passent, l'adoption du Bitcoin, les lois dures contre le crime et toutes les réformes que le président Bukele met en place. Donc j'y suis allé avec un esprit très ouvert, en ne sachant pas trop à quoi m'attendre sur place, parce que jusqu'à présent, je voyais juste plein de youtubeurs, etc., qui disaient El Salvador, c'est fantastique, blabla, le prochain Singapour. Mais bon, je voulais voir ça pour moi-même. C'est que en fait, il y avait peu d'informations de gens qui étaient vraiment allés sur place et qui avaient fait de la recherche un peu plus fondamentale sur le pays. Donc d'un point de vue macro, quand je regardais le tout avec une certaine distance, les chiffres n'étaient pas particulièrement intéressants. Donc la démographie n'est pas trop mauvaise dans le pays, mais le plus gros problème, c'est que le Salvador a vraiment un déficit du compte courant qui est assez persistant, que l'on voit d'année en année, donc ça c'est problématique. C'est un pays aussi qui est assez endetté. En 2022, ils ont presque fait défaut sur leur dette extérieure, donc ça c'est vraiment un risque qu'il faut prendre en compte. Et le profil d'export du pays est vraiment faible dans le sens que c'est juste du textile surtout et aussi un peu d'alimentaire aussi. Donc c'est vraiment une économie qui est très primitive. Donc ça c'est quand on voit vraiment le pays juste avec des chiffres. Après il faut voir qu'est-ce qui se passe sur place, quels sont des catalyseurs potentiels pour que les choses s'améliorent. Et là en fait il y a pas mal de catalyseurs. Donc le premier c'est passer en gros d'un narco state, d'un pays vraiment narco, à un pays qui est extrêmement sécuritaire. Donc il y a encore quelques années, c'était tout à fait impossible en tant qu'étranger de se promener en pleine journée tranquillement dans San Salvador, dans la capitale, sans se faire attaquer. Et maintenant, c'est une ville qui est très safe. Donc moi-même, je me promenais dans le centre de San Salvador la nuit avec mon iPhone en train de faire des appels et il n'y avait aucun problème. Donc à un moment, je me souviens, j'étais assis dans un bus, j'allais dans une autre ville et je parlais à la fille qui était à côté de moi. Et elle habitait dans un quartier où elle expliquait qu'il y a encore quelques années, avant que Bukele arrive au pouvoir, que dans son quartier, pour même pouvoir autoriser des gens à venir dans son quartier pour rendre visite, donc que ce soit des amis, des cousins, de la famille, etc., il devait les enregistrer avec les gangs du coin. Et donc, s'il se trouvait qu'en fait ces gens allaient causer des problèmes ou ils étaient d'un autre gang ou ils étaient du gouvernement pour du renseignement, etc., après ça leur retombait dessus. Donc c'était vraiment un pays qui était complètement contrôlé par les gangs et maintenant qui est extrêmement sécuritaire. Donc ça, rien en tant que tel, c'est un énorme catalyseur pour le pays. Un deuxième catalyseur, c'est l'image de Bukele qui s'est améliorée. Donc pendant un bout de temps, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait un peu le ménage, il n'était pas très bien vu à l'étranger. Au début aussi, quand il a légalisé le Bitcoin, beaucoup de pays étaient contre lui, donc il avait une mauvaise image, mais peu à peu, son image s'améliore et les gens voient qu'il est de plus en plus adulé, pas seulement au Salvador, donc il a récemment été réélu avec une énorme majorité des voix, mais aussi partout en Amérique latine. Les gens aiment beaucoup Bukele, ils le voient comme un exemple de quelqu'un qui a vraiment retourné son pays pour le positif. Aussi un autre catalyseur positif, c'est le prix du Bitcoin qui marche assez bien. Donc ça attire beaucoup de bitcoiners et de gens qui sont assez investis dans les cryptos à aller regarder le Salvador, à faire des investissements, etc. sur place. Et quatrièmement, ce sont toutes les réformes qui se mettent en place grâce au président Bukele. Donc bon, ça les réformes, c'est ce qu'il y a je dirais, de plus fondamental pour l'économie, pour le pays, avec l'histoire du crime. Donc quelles sont les réformes qu'ils sont en train de faire? Donc énormément de développement d'infrastructures. Il est en train de refaire des routes, il est en train d'attirer beaucoup d'investissements étrangers, notamment chinois. Il veut même faire tout un chemin de fer le long du pays. Donc vraiment des gros projets d'infrastructure qui sont extrêmement positifs pour le développement long terme du pays. Après, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'adoption du Bitcoin, les gens parlent « Ah, l'adoption du Bitcoin, c'est fantastique, les gens peuvent faire leurs courses avec du Bitcoin ». Oui, ils peuvent. On peut aller au McDo, payer au Bitcoin, il y a plein d'hôtels qui acceptent le Bitcoin, etc. Il y a même des petites villes où le Bitcoin est accepté presque partout. Mais surtout, en fait, c'était un gros coup
pour couper toutes les agences qui transfèrent de l'argent vers le Salvador. C'est que ce qu'il faut voir, c'est qu'une énorme source du PIB, donc entre 20 et 30% du PIB au Salvador, est de l'argent des Salvadoriens qui habitent à l'étranger, surtout aux États-Unis, et qui renvoient ça au pays. Avant, ils devaient passer par des agences genre Western Union ou des banques, etc., qui prenaient de gros frais pour envoyer des petites sommes au Salvador. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a installé des distributeurs de Bitcoin partout dans le pays, où pour des frais de 0,5 à 1%, on peut échanger ces Bitcoins directement en dollars et vice-versa. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que les Salvadoriens qui sont aux États-Unis achètent du Bitcoin, envoient ça à leur famille directement, quasiment gratuitement, et ensuite les familles peuvent aller dans les distributeurs automatiques et échanger et recevoir directement des dollars américains. Donc il y avait beaucoup de distributeurs de Bitcoin partout dans le pays, donc je crois à peu près 200, et il y avait tout le temps une queue de gens qui retiraient des dollars. Donc en gros, ça a été une manière de faire en sorte que ça coupe tous ces intermédiaires et que l'argent reste vraiment dans la poche des Salvadoriens. Donc ça, c'était vraiment l'avantage numéro 1 de légaliser le Bitcoin, que les gens ne discutent pas forcément. Et deuxièmement, c'était vraiment très bon pour le marketing du pays. Ça a vraiment mis le pays dans les nouvelles partout dans le monde. Donc vraiment très bon, et ça se ressent au niveau du tourisme qui est en plein boom au Salvador, justement grâce à cette image, à ce marketing que le président arrive à faire, où tous les quelques mois, le Salvador fait la une un peu partout dans le monde grâce à ce que Bukele fait. Donc vraiment, c'est brillant de ce point de vue-là. Après, un autre catalyseur, c'est le fait que les frontières aux États-Unis soient complètement ouvertes, ce qui veut dire que tous les gens qui n'ont pas de boulot au Salvador ou qui sont des criminels qui ne sont pas encore en prison, tout le monde va aux États-Unis, travaille aux États-Unis, soit en faisant du boulot honnête, soit en faisant du crime aux États-Unis, mais ensuite renvoie l'argent pour leur famille au Salvador. Donc l'argent des migrants salvadoriens aux États-Unis qui retournent au Salvador est vraiment en plein boom, et c'est un énorme boost pour l'économie du Salvador. Et dernièrement, toutes les réformes qu'il y a contre la corruption. Donc le président Bukele avait créé une prison spéciale pour tous les membres de gangs. Il a mis à peu près 2% de la population mâle adulte en prison, donc ce qui est vraiment énorme. Et il a dit, je vais créer aussi une prison pour les gens qui font de la corruption, donc pour du crime de col blanc. Donc quand j'étais au Salvador, en fait, tout le monde était extrêmement nerveux. Je parlais à mes avocats et ils expliquaient que la culture du business a énormément changé au Salvador. Les gens maintenant, ils veulent se donner une image propre. Ils ont très peur de se faire accuser de corruption parce qu'ils savent qu'ils pourraient vite finir dans cette nouvelle prison. Donc ça a complètement changé. Et il disait, quand on fait des projets en tant qu'investisseur étranger au Salvador maintenant, il n'y a plus aucun problème de corruption pour des histoires de permis, pour les impôts, etc. Donc bien sûr, c'est l'Amérique latine, donc il y aura toujours des problèmes administratifs, bureaucratiques, etc. Mais bon, les avocats peuvent vous aider avec ça, mais vous n'aurez pas de problème de corruption. Donc pouvoir investir en Amérique latine sans avoir à faire des histoires de corruption, c'est déjà un énorme plus. Donc tout ça, ce sont vraiment des catalyseurs extrêmement positifs pour le pays. Donc long terme, est-ce que je suis positif pour le développement économique au Salvador? Oui, tout à fait. Mais donc la question c'était, est-ce que je peux jouer d'un point de vue immobilier? Donc j'ai passé vraiment 2 semaines, j'ai pris même un tax number salvadorien, ce qu'il faut prendre. Ça coûte 2 $ et à peu près 20 minutes d'administration. Donc pour avoir un tax number qui me permet d'acheter de l'immobilier dans le pays. Donc je me suis baladé pendant 2 semaines, j'étais prêt à faire des offres. Je suis allé un peu partout. Donc je suis allé sur la côte du Pacifique du Salvador, où il y a beaucoup de plages, où il y a pas mal d'étrangers, où il y a même une plage qui s'appelle Bitcoin Beach, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs Bitcoin qui sont allés sur place. Une autre plage avec beaucoup de backpackers, El Tunco, etc. Une autre ville qui s'appelle La Libertad, qui est la première ville de la capitale San Salvador sur la côte, où il y a pas mal d'investissements chinois. Et les prix, en fait, sont déjà élevés. On arrive à des prix, en gros, du Panama, parce que tous les Bitcoin bros américains ont déjà investi sur place, parce que c'est des bonnes plages pour faire du surf. C'est tout près des États-Unis et on peut acheter avec du Bitcoin. Donc, en fait, les prix ont déjà beaucoup augmenté. Ensuite, j'ai regardé sur la capitale et aussi j'ai été surpris, les prix
aussi élevé, voire plus élevé qu'à Panama City. Tout le monde est extrêmement optimiste. Donc ça, c'était vraiment un des points qui ressort de mon voyage au Salvador. Tous les locaux sont extrêmement optimistes par rapport à leur pays et ça se ressent au niveau des prix de l'immobilier. Personne ne veut vendre. En fait, il y a très peu à vendre. Les gens ne veulent pas vendre. Et ceux qui veulent vendre, ceux qui sont prêts à vendre, mettent des prix très très élevés, qui sont déjà optimistes, qui calculent déjà en fait comme si toutes les bonnes choses étaient déjà faites. Donc j'étais un peu déçu, donc je me suis dit ok, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc je suis allé dans une petite ville qui s'appelle Berlín et une autre Alegria, qui sont des petites villes à peu près 2 heures de voiture de la capitale. Donc des petites villes un peu coloniales dans les montagnes au Salvador qui sont très mignonnes parce qu'en général tous ces pays en Amérique latine ont toujours une petite ville dans les montagnes où les touristes aiment bien aller ou même les locaux pour passer un week-end. Et ça, ce sont des villes qui sont vraiment les premières candidates pour devenir ce genre de destination. Et même Berlin est une ville où Bitcoin est accepté partout, même chez le coiffeur, etc. Donc il y a toute une équipe de gens qui sont dédiés à développer Bitcoin spécifiquement dans Berlin. Donc c'est quelque chose qui va attirer plus d'investissements. Et donc je suis allé sur place, j'ai essayé de regarder les prix des terrains, les prix des maisons, il n'y avait strictement rien à vendre. Même quand j'ai essayé de demander aux gens, ouais, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend, tout le monde me rigolait en nez en disant ah non, les prix vont monter, personne ne vend. Et tout le monde rigolait en fait que je pense même qu'il y ait des choses à vendre. Donc voilà, tant mieux pour eux, mais bon, en tant qu'investisseur étranger, c'est pas tellement ce qu'on veut entendre. Et donc j'ai décidé d'aller un peu plus loin, donc à La Unión, donc qui est une ville qui est vraiment très intéressante d'un point de vue potentiel, parce que le président veut faire toute une nouvelle ville Bitcoin spécifiquement avec une zone franche près d'un volcan qui fera du Bitcoin mining avec l'énergie du volcan. Et cette ville, quand on regarde la carte, est dans un endroit tout à fait stratégique à l'entrée du golfe de Fonseca, qui est en gros un golfe partagé par le Nicaragua, par le Honduras et par le Salvador, qui est complètement sous-exploité. Donc le plan du président, c'est de faire une zone franche là, attirer plein d'investissements de Bitcoin, etc. Travailler avec les autres pays pour vraiment développer le golfe, redévelopper le port et aussi, il y a un nouvel aéroport qui se construit à côté. Cet aéroport international sera pour la ville de San Miguel et pour La Unión. Et aussi le chemin de fer qui sera construit donc de l'ouest du pays jusqu'à l'est, donc jusqu'à La Unión. Donc pour l'instant, La Unión, ce n'est rien du tout, mais d'ici quelques années, on devrait voir un chemin de fer, on devrait voir un nouveau port, un nouvel aéroport, une zone franche, une Bitcoin City et beaucoup plus de coopération avec les autres pays autour. Donc j'imagine que les prix devraient vraiment beaucoup augmenter. Par contre, quand je suis allé sur place, rencontrer des agents, etc., les prix avaient déjà énormément augmenté et personne ne voulait vendre. En fait, c'est surtout ça le problème, les gens ne voulaient pas vendre. Et apparemment, il y a un entendu qui n'est pas officiel parmi les locaux de ne pas vendre de terrain aux étrangers. En gros, si vous êtes un local et que vous vendez des terrains aux étrangers, c'est très mal vu parce qu'ils ont eu déjà quelques spéculateurs qui sont arrivés et qui ont causé des problèmes. Donc je suis sûr, si vous allez sur place, que vous passez plusieurs mois, vous arriverez à acheter quelque chose, à faire un bon deal, mais ce n'est pas un endroit où on peut arriver et trouver quelque chose où c'est évident que c'est une bonne affaire. Donc il faut vraiment passer du temps. Pour l'instant, la ville est vraiment sous-développée, ce n'est pas particulièrement agréable. Personnellement, je n'aurais pas envie d'y passer plusieurs mois de ma vie pour essayer d'acheter un terrain. Mais bon, pour les gens qui sont vraiment motivés, je dirais que La Unión est sans doute le meilleur endroit en ce moment au Salvador pour faire des investissements immobiliers. Donc en gros, la conclusion de mon voyage sur le Salvador, c'était que je suis optimiste sur le développement long terme du pays. Par contre, les prix de l'immobilier ont déjà beaucoup trop augmenté. Donc ce n'est pas intéressant pour les investisseurs étrangers. Donc je dirais que c'est intéressant pour ceux qui veulent vivre au Salvador. C'est intéressant pour les Salvadoriens de l'étranger. C'est intéressant pour ceux qui ont vraiment des projets très long terme. Mais sinon, pour une spéculation, juste venir tout seul et essayer d'acheter quelque chose, il y a des pays qui sont plus intéressants. Donc déjà, je dirais le Panama, qui est à des prix similaires, mais qui est déjà beaucoup plus développé. Ou sinon, particulièrement le Nicaragua, où moi, je fais même des investissements en ce moment, parce que les prix de l'immobilier, des terrains, etc., est vraiment absolument sous-évalué. Voilà, donc les gens qui sont sur YouTube, qui vous disent le Salvador, c'est le prochain Singapour, etc.,
Je dirais que c'est vraiment une exagération aussi, c'est que le capital humain pour l'instant est assez faible. Ce sont des gens qui étaient bloqués un peu chez eux pendant la guerre civile et ensuite il y a eu toutes les histoires avec les gangs où les gens ne sortaient pas, restaient chez eux. Donc ça se ressent vraiment très fortement que le niveau d'éducation est assez faible. Donc tous les gens qui vous promettent le prochain Singapour, etc., le Salvador n'est pas du tout à ce niveau-là. Ils ont encore beaucoup de travail à faire en termes d'éducation et de développement de capital humain. Les réformes se font en place, etc. Donc je suis optimiste pour le pays, mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur le marché immobilier au Salvador, j'ai écrit tout un article, donc de A à Z, en expliquant toutes les différentes villes où je suis allé regarder le marché immobilier. Il y a un lien en dessous. Si vous êtes intéressé par obtenir la résidence au Salvador, j'ai aussi un avocat qui peut vous aider sur place. J'ai un lien en dessous. Mais si vous êtes plutôt intéressé par les marchés immobiliers au Panama ou au Nicaragua, j'ai aussi écrit des analyses sur ces pays-là. Il y a les liens en dessous. Bonne soirée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.